Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le Président, Madame la directrice, je vais tenter de vous persuader que l'infini a un sens en effectuant une sélection centrée sur la notion de diagonale. Et donc l'exposé comportera 4 parties. Une très classique, la diagonale de Pythagore, c'est-à-dire la diagonale du carré. Ensuite, une tentative de définition de l'infini relativement récente qui est due à Dedekind. Nous verrons ensuite qu'il y a des degrés dans l'infini. Il s'agit de la création de Cantor qui a montré que non seulement on peut tenir un discours cohérent sur l'infini, mais qu'il y a une multitude de degrés dans l'infini. Et enfin, je m'interrogerai sur une question d'existence. Peut-on réellement être convaincu de l'existence de l'infini? Alors, la première partie concernerait essentiellement l'infini comme répétition indéfinie. On a 2 cas très simples connus par tout le monde, les nombres entiers, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Et le caractère particulier des nombres entiers, c'est que la suite ne s'arrête jamais. Donc supposons qu'on ait atteint le plus grand nombre entier n, il suffit de lui ajouter 1 pour continuer. Donc on a une première suite complètement indéfinie. Une autre suite a été observée en Grèce par le philosophe Zénon, qui est l'auteur de quelques paradoxes bien connus. Et là, il s'agit en quelque sorte d'une descente infinie. Donc prenons un segment, on peut le diviser par 2, on obtient la moitié. On continue et de manière indéfinie, il est possible de diviser le segment. Alors, assez souvent, les mathématiques se basent sur des observations tout à fait élémentaires et je partirai de l'observation d'Aristote dans la physique. Alors que les grandeurs en nombre ne peuvent que croître, pour les grandeurs de type géométrique, nous pouvons descendre indéfiniment. Donc d'un côté, la descente infinie n'est pas possible pour les nombres, de l'autre côté, la descente infinie est possible pour les longueurs. Alors cette observation, qui est complètement évidente, va nous permettre d'aborder les incommensurables. Et donc nous avons ici deux de nos héros, Aristote, dont je viens de vous parler, et Platon, qui a posé le problème suivant dans le Ménon: est-il possible de doubler la surface d'un carré, et comment peut-on le faire? Alors, dans l'école d'Athènes, vous pouvez également observer Euclide, Pythagore et Zénon, qui sont cachés quelque part. Donc, le problème posé par Platon est le suivant. On considère un carré de côté B et on cherche à doubler l'aire du carré. Une réponse un peu rapide serait de dire « doublons le côté ». Mais évidemment, ça ne fonctionne pas puisque l'aire sera multipliée à ce moment-là par 4. Comme souvent en géométrie, il faut tracer des figures. Et dans le cas qui nous concerne, on peut tenter de tracer la diagonale et voir ce qui se passe. Alors, en fait, avec le théorème de Pythagore, si on est savant, ou bien avec des pliages et la symétrie, ce qui est beaucoup plus simple, on peut observer que le carré construit sur la diagonale aura exactement le double de la surface du carré initial. Donc, voici l'argument de symétrie, qui est un argument de pliage de serviette bien connu dans toute réception. C'est une manière de simplement de plier la serviette. Et donc, nous voyons que, en considérant le carré construit sur la diagonale, nous doublons la superficie du carré. Alors, on peut entamer une montée de plus en plus grande, mais ce qui est amusant, c'est qu'en fait, nous pouvons aussi entamer une descente infinie. Alors, j'en profite pour remercier Paul Rosselli qui m'a permis d'illustrer ces résultats. Donc, nous avons obtenu le carré de côté A qui est égal en surface à 2 carrés de côté B. Alors, effectuons une expérience extrêmement simple.
je déplace un des carrés dans le côté, disons, gauche supérieur et l'autre carré dans le côté droit inférieur, à moins que ce soit le contraire. Et nous observons que le carré du milieu est couvert 2 fois, alors que les petits carrés en haut et en bas ne sont pas couverts. Et donc la conclusion évidente que nous en tirons, c'est que l'aire du carré du milieu, le nouveau petit carré, est exactement égal à la somme des aires des carrés situés sur le côté. Et donc nous avons une duplication, mais qui cette fois-ci est obtenue en diminuant le côté. Donc de manière plus précise, nous passons du carré A, qui représente 2 fois le carré B de départ, à une suite de carrés C, D, et il est clair que, comme je vous l'avais dit pour les entiers, cette expérience, nous pouvons la répéter indéfiniment. Donc il s'agit d'une descente dans les surfaces, cette fois-ci, et qui a la propriété de se poursuivre indéfiniment. Quelle conclusion peut-on en tirer? Eh bien, supposons un instant que la diagonale du carré soit commensurable avec le côté, c'est-à-dire qu'il soit possible de mesurer de manière exacte la longueur A avec un nombre entier d'unités et simultanément la longueur B avec un nombre entier d'unités. Alors, ou bien c'est possible, ou bien ce n'est pas possible, et il nous semblerait que dans le cas où c'est possible, essayons tous les entiers, mais ça ne marchera pas puisque nous avons une infinité d'entiers. Alors j'espère vous persuader que ce n'est de toute façon pas possible, et pour la raison suivante. Donc imaginons un instant que A soit par exemple, je ne sais pas moi, 1 million, et que B soit 8000, eh bien ça ne marchera pas. Pour quelle raison? Si nous effectuons la construction dont je vous ai parlé il y a quelques secondes, nous retombons sur des entiers. Donc le petit carré aura comme côté A moins B, le grand carré 2B moins A. Et donc il est clair qu'en effectuant une infinité de fois notre opération de réduction, nous allons produire une suite infinie décroissante d'entiers. Et ça, Aristote nous dit que c'est impossible, puisque la décroissance infinie possible dans le cas des longueurs n'est pas possible dans le cas des entiers. Même si nous partons d'un entier extrêmement grand, disons quelques milliards, mais nous sommes sûrs qu'au bout de quelques milliards d'étapes, nous retombons sur 0. Et par conséquent, nous venons d'observer que la diagonale du carré et le côté sont incommensurables. Alors cette découverte, qui remonte au moins au IIIe siècle avant Jésus-Christ, a conduit Euclide à séparer les éléments de mathématiques en 2 parties strictes, une partie consacrée au continu et aux figures, l'autre partie consacrée à l'arithmétique. Et donc ce résultat est à la base d'une séparation entre le discret et le continu qui finalement n'a été comblée que par de Dedekind au XIXe siècle. Alors, en utilisant le concept de développement décimal dû à notre compatriote Stevin, on s'est amusé à calculer le rapport entre la diagonale et le côté, et à l'heure actuelle, on arrive à 2000 milliards de décimales. Donc c'est un chiffre facile à retenir, puisque 2000 milliards, c'est le déficit actuel de la France, c'est son PIB annuel, et la production économique mondiale annuelle est largement inférieure à 100 milliards d'euros. Donc 2000 milliards de décimales, c'est relativement impressionnant. Donc nous avons vu que l'infini constituait un outil d'investigation et relativement performant, puisqu'avec une observation, je dirais, très basique,
on a pu obtenir un joli résultat mathématique. Alors, cherchons à voir l'infini en tant que totalité. Donc, du point de vue philosophique, très longtemps, on a considéré que les totalités infinies ne pouvaient avoir d'existence. Alors, pour des arguments un peu vagues, par exemple, chez Descartes, un esprit fini ne peut pas comprendre l'infini. Donc, ce genre d'argument me paraît peu convaincant. Heureusement, on a des arguments plus sérieux dus à, par exemple, Duns Scotus, donc un philosophe du XIIIe siècle, en fait un représentant de la scolastique. Et Duns Scotus est arrivé à un argument assez convaincant contre les totalités infinies, et son argument est le suivant. Il part d'un axiome d'Euclide, le tout est plus grand que la partie, bon, axiome très convaincant et en plus opératoire, puisque c'est un axiome qui permet notamment d'appliquer la méthode d'exhaustion et les calculs de volume ou de surface effectués par les Grecs sont basés essentiellement sur cet axiome du tout plus grand que la partie. Alors, examinons 2-3 exemples amusants de Duns Scotus. D'abord, je reviens à ma diagonale, puisqu'il faut un peu de diagonale dans cette section-ci. Il est clair que si la diagonale et si le carré sont composés de points, il y a exactement autant de points dans la diagonale que dans le carré. Et l'idée est très simple. À chaque point P du côté, excusez-moi, autant de points sur la diagonale que sur le côté. À chaque point P du côté, je peux associer un et un seul point P' de la diagonale, et réciproquement, à chaque point P' de la diagonale, je peux associer un et un seul point du côté. Et donc, si jamais les totalités infinies existent, alors qu'il est clair que la diagonale est plus grande que le côté, il y a exactement autant de points dans la diagonale que dans le carré. Alors, autre exemple très simple de Duns Scotus, prenons 2 cercles concentriques, l'un plus grand que l'autre. Eh bien, il est clair qu'avec notre correspondance entre le point P et le point P', nous observons qu'il existe autant de points dans le petit cercle que dans le grand cercle. Et par conséquent, l'axiome du tout plus grand que la partie paraît non respecté. Un autre exemple, généralement attribué à Galilée. En fait, Galilée a repris l'idée à Duns Scotus sans le citer, mais je ne vais pas refaire le procès de Galilée. Donc, un autre exemple attribué à Galilée a lieu dans les entiers. Donc, manifestement, il y a 2 fois moins de nombres pairs que de nombres entiers, et 2 fois moins de nombres impairs que de nombres entiers. En effet, un nombre sur 2 semble être pair, et un nombre sur 2 semble être impair. Néanmoins, si vous poursuivez les 3 ou 4, les 4 suites jusqu'à l'infini, vous trouvez exactement autant d'éléments dans chacune des suites. Alors, cet argument de Duns Scotus, repris par Galilée, a été utilisé au moins jusqu'au XIXe siècle, et probablement un des derniers à l'avoir utilisé, le grand mathématicien français Cauchy. Cauchy était professeur d'analyse à l'École polytechnique, créateur de 2 branches de l'analyse mathématique, l'analyse réelle et l'analyse complexe. Alors, il avait le redoutable honneur d'enseigner l'analyse aux ingénieurs, et apparemment, les polytechniciens ne se rendaient pas compte de leur chance parce qu'ils ont protesté contre les difficultés du cours de Cauchy, et Cauchy a dû s'engager à faire des démonstrations non rigoureuses. Ensuite, il a quitté l'école polytechnique pour une raison, je dirais, politique ou idéologique. En effet, Cauchy était très attaché aux Bourbons, donc je parle de la dynastie, pas de la boisson, et
lors de la Révolution de 1830, qui a amené au pouvoir Louis-Philippe, Cauchy n'a pas supporté de voir un usurpateur occuper le trône de France, et Cauchy a quitté l'école polytechnique, quitté la France, et pendant un certain temps, il a enseigné à l'université de Turin. Ensuite, il est devenu d'ailleurs précepteur du duc de Bordeaux, le fils de Charles X, qui était un adolescent impossible. Mais toujours est-il qu'à Turin, il a publié un ouvrage qui s'appelle « 7 leçons de physique mathématique », mais qui en fait porte très mal son titre. Il s'agit de l'épistémologie de Cauchy, ouvrage très intéressant où nous voyons repris l'argument de Duns Scotus et l'argument de Galilée, et Cauchy exprime bien que l'existence de totalité infinie est contradictoire. Alors, il est amusant de noter que ces leçons de 1833 ont été publiées en 1885, c'est-à-dire 3 ans avant que le mathématicien de Dedekind renverse complètement les choses. Donc, voici Dedekind. Alors, quelle est l'idée de Dedekind? Elle est simplement la suivante. On va définir les ensembles infinis exactement par la propriété d'être en correspondance parfaite avec une de leurs parties. Et donc, ce qui était paradoxe ou rejet de l'infini, avec Dedekind, est devenu définition. Donc, on possède une définition simple de l'infini, être en correspondance parfaite avec une de ses parties propres. Est-il toujours facile de reconnaître l'infini? Bon, nous connaissons déjà 2-3 cas, le cercle, le segment, les entiers, pair ou impair, tous ces ensembles sont infinis. Alors, examinons un autre ensemble, les nombres premiers. Donc, si on écrit la suite des nombres, on s'aperçoit assez facilement que certains sont décomposables, par exemple 6, 8, décomposables pour le produit, alors que d'autres, tels 3, 5, 7, sont indécomposables. Il n'est pas possible de les représenter sous forme de carré ou de rectangle, comme je l'ai fait un peu naïvement. À l'heure actuelle, le plus grand nombre premier connu, bon, ça change chaque année, donc il est possible que je ne sois pas complètement au fait de l'actualité, mais en tout cas, d'après Wikipédia, le plus grand nombre premier connu en 2014 figure au tableau, et vous voyez qu'il compte 17 millions de chiffres. Donc, par rapport à racine de 2, c'est extrêmement modeste, et cela s'explique parce que la théorie du discret est essentiellement plus difficile que la théorie du continu. Alors, vous vous posez tous la question, existe-t-il une infinité de nombres premiers? Eh bien, la réponse est oui, et la première démonstration figure dans les éléments de mathématiques d'Euclide. À l'heure actuelle, on dispose, je crois, de 160 démonstrations, et donc on peut être persuadé que l'ensemble des nombres premiers est infini. Alors la démonstration d'Euclide est extrêmement élégante, mais ne se prête pas au calcul, ce qui explique qu'on soit limité à un aussi petit nombre premier, mais on est sûr qu'après lui, il y en aura une infinité. Alors, on peut regarder une autre liste, celle des nombres premiers qui se suivent avec un pas de 2. Donc, par exemple, 3 et 5, 5 et 7, 11 et 13, et ainsi de suite. Au tableau, vous avez aussi, plutôt sur l'écran, vous avez la plus grande paire de nombres premiers jumeaux connus. Et là, on est à un chiffre très modeste, puisqu'on n'a que 200 700 chiffres. De nouveau, question que tout le monde se pose, existe-t-il une infinité de paires de nombres premiers jumeaux? Eh bien là, à l'heure actuelle, la réponse est inconnue. Donc ce problème qui aurait pu être posé par les Grecs, je ne suis pas sûr qu'il ait été posé, mais en tout cas, il fait appel uniquement au concept des mathématiques grecques. Ce problème est toujours ouvert et on peut envisager 3 solutions.
ou bien le nombre de nombres premiers jumeaux est infini. Alors c'est l'avis des experts, probablement y a-t-il une infinité de jumeaux. Deuxième possibilité, il y a un plus grand jumeau possible, ou plutôt un plus grand couple de jumeaux possible, mais dans ce cas, on pourrait très bien ne jamais pouvoir le calculer. En effet, le plus grand couple de jumeaux pourrait être totalement inaccessible au calcul. La dernière possibilité serait un calcul explicite des plus grands jumeaux. Alors là, ce serait réellement une découverte mathématique absolument sensationnelle. Donc en général, il n'est pas facile de voir si un ensemble est fini ou non. Georges Cantor, qui figure ici, est considéré généralement comme le grand théoricien de l'infini. Donc je vous ai dit que Dedekind avait défini les ensembles infinis, mais c'est Georges Cantor qui a créé la hiérarchie indéfinie des ensembles infinis, et on peut retracer sa découverte dans la correspondance avec Dedekind. Donc Cantor et Dedekind se communiquaient régulièrement leurs découvertes, et on est à l'heure actuelle, en lisant leur correspondance, on peut observer la naissance de la théorie de l'infini. Alors, je vais vous tenter de vous persuader par un exemple très très simple qu'il y a plusieurs degrés dans l'infini. Et l'idée est de se limiter à un vocabulaire, plutôt un alphabet de 2 lettres. J'ai choisi par hasard M et W, et de constituer des mots de longueur infinie. Donc c'est là qu'intervient l'infini. On a 2 lettres, ce qui est très fini. Avec une lettre, ça ne marcherait pas. Avec 2 lettres, vous allez voir que ça fonctionne. Et écrivons tous les mots possibles faisant intervenir M et W, mais de manière infinie. Et tentons ensuite d'établir un dictionnaire où figuraient tous nos longs mots. Évidemment, le dictionnaire devrait être énorme puisque chaque entrée du dictionnaire est infinie, mais on peut imaginer une première suite portant numéro 1, une seconde suite portant numéro 2, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Eh bien, je vais tenter de vous persuader du fait que, quel que soit le classement que vous tentiez, en 1, 2, 3 jusqu'à l'infini, en fait, vous n'y arriverez jamais. Et l'idée de Cantor, qui est extrêmement simple, mais je trouve particulièrement géniale, est la suivante. Donc, examinons le premier mot, le mot E0, et remplaçons le M par un W. Regardons le second mot, E1, remplaçons le W par un M, E2, remplaçons le M par un W, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, nous allons fabriquer un nouveau mot à partir de la diagonale de Cantor. Donc, le nouveau mot est inscrit en bas de l'écran. Alors, il est bien clair que ce nouveau mot ne peut pas se situer dans notre liste. Et la raison est la suivante. Le nouveau mot, est-il le mot numéro 0 ? Non, puisque nous avons changé la première lettre. Est-il le mot 1 ? Non, puisque nous avons changé la seconde lettre, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Et par conséquent, le mot diagonal, obtenu en inversant chaque lettre, ne peut pas se situer dans notre liste, et par conséquent, il est impossible de faire une liste dénombrable des suites de M ou de W ou de 0 et de 1. Alors on peut montrer que le nombre d'éléments de cette liste est en fait le nombre d'éléments de points du segment. Donc ça demande un tout petit peu de travail, mais il n'est pas difficile de prouver que notre liste correspond exactement au point du segment, aussi au point d'un carré, également au point d'un cube. Donc cette liste se présente à beaucoup d'endroits, mais nous pouvons continuer jusqu'à l'infini, la création d'infini,
Je vous épargne les suivants. Celui-ci est déjà assez amusant. Alors, une question qu'il importerait de résoudre est la suivante. Finalement, l'infini existe-t-il? Dans quel sens? Où est-il? Alors, je crois qu'une position généralement admise et qui est due au grand mathématicien français Poincaré est la suivante. Exister pour un être mathématique, c'est être non contradictoire. Donc il s'agit d'une position assez minimaliste. En effet, si vous avez une théorie contradictoire, il y a peu de chances qu'elle fonctionne en mathématiques parce que dans le cadre d'une théorie contradictoire, on peut prouver tout et son contraire. Et donc une sorte de demande minimale pour une théorie mathématique est d'être contradictoire. Non contradictoire, excusez-moi, non contradictoire. Alors c'est évidemment plus facile à dire qu'à faire, et ça constitue un programme qui était par exemple le programme du mathématicien allemand Hilbert. Et très certainement, la première étape de ce programme consisterait à codifier les mathématiques de sorte qu'on puisse éventuellement prouver que la codification ne nous mènera jamais à une contradiction. Alors, pour vous donner une idée brève de codification, qui est un peu artificielle parce qu'elle est très très simple, je vous donnerai une codification due à Leibniz. Donc Leibniz était l'homme des projets, des brouillons, des rêves. Heureusement, il est parvenu, au moins dans un cas en mathématiques, à une réalisation tout à fait fondamentale, qui est le calcul différentiel et intégral, qu'il a découvert indépendamment de Newton. Et donc Leibniz était extrêmement intéressé par les questions de logique, et il a relevé un défi de Locke, pas trop difficile, mais néanmoins il l'a relevé. Et le défi de Locke était de prouver que 2 plus 2 est égal à 4. Donc vous êtes d'accord avec moi, le défi était modéré. Néanmoins, la réponse est intéressante. Donc, Leibniz, dans les nouveaux essais sur l'entendement humain, part de définitions, d'axiomes. Alors les définitions, on s'y attend bien. 2, c'est 1 plus 1. 3, c'est 2 plus 1. L'axiome est relativement admissible aussi. On peut remplacer les choses identiques par des choses identiques. Et en appliquant les définitions et l'axiome, on parvient à prouver par A plus B que 2 plus 2 égale 4. Évidemment, ceci n'est pas très excitant parce que la théorie est simpliste, c'est le moins qu'on puisse dire, mais elle donne une idée de la formalisation des mathématiques, la formalisation des mathématiques consistant à fournir une liste complète d'axiomes, de définitions, de règles de démonstration. Alors Poincaré avait une vue relativement sceptique sur la formalisation. C'était aussi un mathématicien avec beaucoup d'humour, et il a donné une idée de la formalisation soit comme piano mécanique, soit comme usine où les théorèmes et les axiomes seraient placés à un bout, les théorèmes sortiraient à l'autre bout, de la même manière que dans une usine de Chicago, les porcs entreraient entiers d'un côté et sortiraient en saucisses et en charcuterie de l'autre côté. Donc on voit que Poincaré avait une vue relativement sceptique des choses, et dans beaucoup d'essais philosophiques, il a tenté de prouver que les tentatives pour démontrer la non-contradiction des mathématiques, que ces tentatives étaient invalides. Donc il a notamment critiqué Hilbert, Peano et d'autres mathématiciens. Et en fait, Poincaré avait tout à fait raison, puisque malheureusement, après la mort de Poincaré, dans les années 30, le mathématicien Gödel a établi qu'on ne prouverait pas la non-contradiction de théories suffisamment riches pour contenir l'arithmétique. Par exemple, la petite théorie de Leibniz que je vous ai montrée est non contradictoire, mais évidemment, elle ne contient pas toute l'arithmétique, elle s'arrête à une étape finie.
Alors, quel était l'outil de Gödel? C'est l'autoréférence. Donc, l'autoréférence qui joue dans de très très nombreux domaines, par exemple en peinture. Donc là, vous avez un tableau autoréférent relativement célèbre. Quelques années avant Gödel a été écrite l'œuvre autoréférente la plus longue et une des plus célèbres de la littérature française, la recherche du temps perdu. Vous avez aussi un très beau vers autoréférent de Boileau, le moment où je parle est déjà loin de moi. Je vais m'arrêter pour les références artistiques et passer à des références historiques ou philosophiques. Donc la première qui m'amuse assez est une citation d'un homme politique français un peu oublié de nos jours, Georges Bidault, et qui affirme « Si je pouvais vous dire ce que je ne vous dis pas, je ne vous dirais pas ce que je vous dis ». Donc ça peut servir dans d'autres contextes. L'autoréférence, du point de vue logique, nous amène à des situations intéressantes. Par exemple, un énoncé tel que cette phrase compte 5 mots peut être vrai en même temps que sa négation. Parce que si vous écrivez la négation, c'est cette phrase ne compte pas 5 mots, elle est vraie aussi. Donc le processus de négation avec l'autoréférence ne fonctionne pas, ne donne pas un énoncé faux après un énoncé vrai. Si nous partons d'un énoncé faux, cette phrase compte 7 mots, eh bien nous arrivons aussi en la liant à un énoncé faux, cette phrase ne compte pas 7 mots. Donc on s'attend à ce que l'autoréférence nous donne des situations paradoxales. Je terminerai par une consigne qu'il est absolument impossible d'appliquer. Ne croyez pas à un mathématicien qui vous parle de philosophie. Donc vous pouvez essayer de l'appliquer, ça ne marchera jamais. Alors, quel est le procédé de Gödel? Le procédé de Gödel est d'avoir formalisé l'ensemble des énoncés possibles dans le cas d'une théorie en leur attribuant un nombre entier. Et là, il reprend une idée de Leibniz qui était de numéroter les concepts. Malheureusement, donc, comme beaucoup de projets, Leibniz n'a pas pu mener à bien ce projet et la numérotation des concepts n'a jamais été effectuée. Mais l'idée a été reprise par Gödel et il a obtenu, dans toute théorie assez puissante pour contenir l'arithmétique, une numérotation de toutes les propositions. Et donc, il est parvenu à formaliser une proposition très intéressante qui affirme d'elle-même qu'elle n'est pas démontrable. Donc, ceci est évidemment lié à un système formel, donc le type de système qu'on a vu dans le cas de Leibniz, mais nettement plus compliqué. Et donc, la proposition de Gödel est la suivante. Elle affirme d'elle-même qu'elle est indémontrable. Donc, d'une manière un peu anthropomorphique, je dirais, pour me raccrocher à l'exposé de Claude, la proposition dit « Je suis une proposition indémontrable ». Alors, deux cas sont possibles. Si jamais le système S est complet, c'est-à-dire deux cas sont possibles, c'est une proposition est démontrable ou sa négation est démontrable. Eh bien, ce n'est jamais le cas pour la proposition de Gödel. Donc, supposons un instant que P soit démontrable dans S, nous allons voir que ce n'est pas possible. En effet, normalement, le fait d'être démontrable capture la vérité. Ce qui ne fonctionne pas, c'est dans l'autre sens. Tout ce qui est vrai est démontrable. Par contre, tout ce qui est démontrable, en principe, est vrai. Et donc, si P est démontrable, elle est vraie. Mais alors là, les choses s'écroulent parce qu'elle affirme que P est non démontrable. Et donc, il est impossible que P soit démontrable parce que si elle était démontrable, elle serait indémontrable. Autre possibilité, non P est démontrable. Alors là,
si non P est démontrable, ça signifie, vous savez, capture de la vérité. Non P démontrable entraîne non P vrai. Mais si non P est vrai, à ce moment-là, P est fausse, et par conséquent, P est démontrable. Et nous sommes aussi forcés de rejeter la seconde possibilité, et nous avons obtenu une proposition dans notre système formel qui n'est ni démontrable et dont la négation n'est pas non plus démontrable. Par conséquent, il est exclu, dans un système formel, de pouvoir décider pour toute proposition si elle est vraie ou fausse. Alors, je suis d'accord, cette proposition peut sembler quelque peu arbitraire, mais en affinant les méthodes de Gödel, on est arrivé à des propositions beaucoup plus honnêtes mathématiquement, du type tel système d'équations admet une solution, telle fonction admet une primitive, donc des questions plus naturellement mathématiques dont on peut démontrer qu'elles sont en fait indécidables. Peut-être, après tout, que l'infinité des jumeaux est indécidable. Sait-on jamais. Alors, il y aurait encore une autre possibilité que je préfère ne pas évoquer, c'est le fait que le système serait incohérent. En effet, si jamais la dernière alternative a lieu, nous pourrions éventuellement voir que non P soit démontrable dans S et que P soit démontrable dans S aussi. Alors ce serait la catastrophe de l'incohérence des mathématiques, dont on peut espérer qu'elle n'aura jamais lieu, ou bien de très nombreux mathématiciens seraient mis au chômage. Et donc je vais terminer par une boutade. Je vais terminer par une boutade du grand mathématicien André Weil, dont la sœur est également très connue, puisque c'est la philosophe Simone Weil. Alors, André Weil avait l'habitude de dire « Dieu existe parce que les mathématiques sont non contradictoires, et le diable existe parce que nous ne pourrons jamais le démontrer. » Merci pour votre attention.